Bonjour à tous, alors on va commencer la table ronde sur littérature jeunesse et imaginaire. On va parler de plusieurs choses, on va parler des autrices que j'ai à côté de moi bien sûr, mais on va aussi parler notamment saga en jeunesse avec de l'imaginaire, on va aussi parler juste de l'imaginaire en jeunesse, on va parler plein de choses différentes et surtout de leurs romans et de leur propre vision des choses. Donc à côté de moi j'ai Daniel Martinigol, Nadia Coste et Aline Maurice. Donc Daniel. Bonjour à tous. Donc moi je suis une vieille de la vieille, j'ai commencé à publier de la littérature jeunesse en 1989 donc c'était l'année de mes 40 ans, alors je ne peux pas me cacher de mon âge, je vais avoir 69 ans dans 10 jours et ça ne m'empêche pas d'adorer écrire de la littérature jeunesse. Alors, donc c'est pas lié du tout à l'âge de l'autrice, c'est lié je pense principalement à ce qu'on a aimé lire quand on était jeune, et puis qu'on aime éventuellement transmettre à d'autres. Et puis voilà, c'est pour ça que j'espère que mes livres donnent le goût aux jeunes de lire de l'imaginaire comme moi j'ai adoré le faire après avoir lu certains livres. Nadia ? Bonjour, donc je m'appelle Nadia Coste. Moi j'écris aussi de la littérature jeunesse exclusivement pour différentes tranches d'âge, 8-12 ans et puis ados et plus, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui les lisent aussi. Moi quand j'ai commencé à écrire, j'ai démarché pas mal d'éditeurs qui ont refusé mon premier roman par brassée de lettres de refus et je comprenais pas bien, parce que c'était de la fantaisie, ils faisaient de la fantaisie, je voyais pas où était le problème, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait mon roman très initiatique pouvait tout à fait passer dans une collection young adulte à partir de 13 ans et que je ciblais essentiellement des éditeurs adultes puisque c'était le genre de littérature que j'aimais lire. C'est seulement après que j'ai analysé que je lisais pratiquement que du young adulte parce que j'adore ça et que c'est extrêmement riche. Donc voilà, du moment où j'ai compris ça, j'ai ciblé les bonnes collections et du coup depuis j'ai fait genre 25 bouquins en 7 ans. Voilà. Bonjour. Et Aline ? Bonjour, donc moi Aline Maurice, donc je suis la petite jeune parce que j'ai qu'un livre qui est sorti au mois de juillet en fait, Forester. Et voilà, au niveau de... Ça se lit à partir de 11-12 ans, mais aussi grand ado, jeune adulte, voire adulte qui aime la fantaisie, parce que bon, quand on aime un peu ce genre-là, ça peut se lire tout à fait en étant plus âgé. Voilà pour Forester. Alors, pourquoi il y a 3 personnages très différents à la table ? C'est parce que j'avais ciblé des autrices qui avaient écrit des sagas, ou en train d'écrire des sagas, pour la jeunesse. Parce que quand on écrit des sagas pour la jeunesse, il y a sûrement des spécificités, peut-être, que par rapport à l'adulte, sûrement, mais les sagas, ça peut être autant une trilogie qu'une pentalogie, qu'une douzologie, je ne sais plus combien de tomes, de Daniel par exemple. Et comment vous réfléchissez l'histoire ? Alors on va commencer par Aline. Aline, est-ce que tu as réfléchi par une trilogie en premier, ou tu t'étais dit ouais je vais écrire un tome puis je verrai après ou... Non, pas du tout. En fait, au début, je voulais faire un one-shot, un unitaire. Parce que je me lançais, en fait j'ai écrit tard, avant j'étais photographe, donc je suis venue à l'écriture que vers mes 39 ans. Et pour le coup, j'ai eu un déclic du jour au lendemain, avec une discussion avec mon fils, et je me suis mis à écrire. Le matin, je ne savais pas que j'allais écrire, et l'après-midi, je me lançais donc pas dans une trilogie, non, au départ, j'y pensais pas du tout. J'ai écrit les 3 premiers chapitres, je me suis dit, je vais le faire lire autour de moi. Et de plus en plus, ceux à qui je faisais lire avaient envie de lire la suite. Donc c'est devenu un one-shot, enfin un unitaire pour moi dans ma tête. Donc il a une fin qui lui est propre. Et puis après on se prend de tendresse pour ces personnages, on a envie de développer l'univers qu'on a mis en place. Donc j'ai trouvé aussi un éditeur entre-temps, parce qu'au début je ne pensais pas éditer, je faisais ça un peu par passion, comme un petit hobby. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, les 3 premiers chapitres sont devenus une trilogie en devenir, un mammouth littéraire, voilà, 3 mammouths littéraires. En plus, c'est un peu costaud, il y a beaucoup de pages.
Et donc voilà, en fait, je me suis plu à développer l'univers dans le tome 2, dans le tome 3, en développant plus certains aspects, genre la magie. En fait, la magie, je la survole un peu dans le 1, et j'avais envie de développer tout ce côté-là avec les enchantresses. Donc, 2 autres tomes me permettent vraiment d'aller plus loin dans l'histoire. Et toi, Nadia, quand t'as commencé les Félines, est-ce que tu te disais, ouais, c'est bon, je vais en écrire un et puis ça suffira ou... Non, mais alors moi vous avez sans doute peut-être entendu parler des architectes et des jardiniers. Il y a 2 grandes catégories dans l'écriture en général, c'est-à-dire ceux qui planifient à l'avance et ceux qui se lancent. Et puis voilà, comme on va dire les jardiniers, c'est ceux qui plantent leurs graines, ils savent à peu près quel arbre ils vont faire pousser, puis après ils le taillent en fonction, mais ils ne savent pas forcément où ça va s'arrêter. C'est des auteurs qui se lancent au fil de la plume. Et moi je suis plutôt architecte, c'est-à-dire je fais mon plan avant et je construis ma maison, ce qui ne m'empêche pas de changer la couleur du papier peint ou les rideaux en cours d'écriture, mais globalement je structure beaucoup avant. Ce qui fait que quand j'ai préparé les Félines, moi j'avais déjà écrit un petit peu des choses avant, mais pour moi, comme des exercices pour me prouver que j'étais capable d'aller au bout d'une histoire. Et quand j'ai commencé à préparer Fédéline, voilà, j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit, bon, tout ce que j'écris me prend du temps, pour un résultat pas terrible au final, maintenant on va faire les choses bien. Si j'en écris qu'un seul dans ma vie, s'il n'y a vraiment qu'une histoire qui mérite d'aller jusqu'à un éditeur, qu'est-ce que ce serait ? Personne ne me connaît, j'ai toute la vie devant moi pour la trouver, je vais prendre mon temps, mais je vais faire les choses bien. Et du coup, j'ai passé 1 an à créer tout l'univers. Et dans cette année de préparation de recherche, j'ai pas du tout écrit à part une phrase par chapitre pour savoir à peu près où j'allais. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma liste, elle était vachement longue et que ça tiendrait pas en un seul tome, que ça tiendrait pas en 2, que ça allait pas tenir en 3 et qu'en fait il m'en fallait 4. Premier roman, auteur inconnu, 4 tomes, je autant vous dire que c'est un petit peu difficile à placer auprès d'un éditeur, mais voilà, ça a été 6 ans de boulot, 8 réécritures du tome 1, mais voilà, beaucoup de travail, mais je savais d'entrée que je ferais les 4 tomes, et que même si aucun éditeur n'en voulait jamais, j'écrirais les 4 tomes jusqu'au bout pour moi. Mais je voudrais juste faire une petite distinction entre série et trilogie par exemple, où, voilà, parce que souvent, surtout en jeunesse, on va retrouver ça, c'est-à-dire le principe de la série, comme vous regarderiez une série où vous prendriez n'importe quel épisode en cours de route. Voilà, il y a des séries comme ça, n'importe quoi, mais NCIS, des trucs comme ça, où on n'a pas les interactions entre les personnages, on peut regarder un épisode isolé, que d'autres séries où si on en a raté un, on comprend plus rien. Donc voilà, les séries en jeunesse, ça va être il peut y en avoir effectivement des tomes infinis au niveau nombre, mais on peut prendre n'importe lequel à n'importe quel moment, on aura une aventure, une histoire sur un seul tome, tandis qu'une saga, ou je sais pas, enfin quel autre nom on peut donner, qui va être en 3, 4, 5, 12, mais qui sont une même histoire qui se suit. Donc moi là-dessus, sur Fédéline, c'est vraiment la même histoire qui se continue. On a essayé d'avoir suffisamment de fin à chaque tome pour que pas frustrer complètement le lecteur, même si on aime bien faire des petits cliffhangers de temps en temps. Et puis avoir suffisamment de résumés des épisodes précédents au début, parce que ça c'était vraiment un choix de l'éditeur. On n'a pas mis de numéro de tome sur le bouquin, pour justement, finalement, si on commence par le tome 2, c'est pas grave, on lit le tome 1 comme une préquelle, par exemple. Ou voilà, on peut attaquer l'histoire à n'importe quel moment, et peut-être même le tome 4, il peut presque se lire tout seul, comme une histoire qui se tient. Après, il nous manque un peu des clés, et on lit le reste, voilà, un peu dans le désordre. Ça a été un choix de l'éditeur, et on a travaillé les tomes en correction dans ce sens-là, pour se dire, il y a suffisamment d'infos à chaque début de tome pour attaquer par n'importe lequel, mais ça reste quand même une même histoire qui se continue. Plutôt qu'une série où on prendrait que un tome tout seul, aurait quand même moins d'intérêt que toute la saga entière. Les sagas. La série de 12 tomes, justement. Alors, la série de 12 tomes, en fait, c'est une commande. Ce sont les éditions Flammarion qui nous ont demandé à Alain Grousset, Paco Porter et moi, de leur écrire une série. Alors, on ne savait pas du tout qu'on en ferait 12 tomes à l'époque, mais ils nous ont demandé de faire un projet, et tout naturellement, on a eu envie d'écrire de la fantasy pour jeunes à partir de, enfin, disons, 10-12 ans. Ouais, voilà. Parce qu'il faut peut-être préciser que l'âge cible du public est important. On ne peut pas obligatoirement proposer une trilogie à des lecteurs de 10-12 ans comme on la proposerait pour des lecteurs ados autour de 14, 15, 16. Une série comme Lumina, le problème d'une série pour des enfants très jeunes, enfin des lecteurs très jeunes, c'est qu'on ne sait jamais par quel tome ils vont rentrer
dans la série, et qu'il faut à chaque fois répéter qui sont les personnages, La motivation, les enjeux, etc. Alors le lecteur qui commence par le milieu, par exemple, et qui n'aurait pas ces informations-là, le livre risque de lui tomber des mains, hein, parce qu'il va lui manquer quelque chose d'essentiel, c'est le relationnel entre les héros, et les motivations, etc. Celui qui a déjà lu les 5 premiers tomes, qui trouve ça dans le 6e, ça lui paraît une redite absolument inutile, et il n'a pas besoin de savoir qu'un tel est copain avec un tel, et puis que les parents d'un tel font ça ou ceci. Et c'est pour ça que la directrice de la chaîne jeunesse nous avait dit un jour, ce qui est le plus difficile à écrire en littérature jeunesse, c'est une série, justement. Parce qu'il faut redire tout le temps les choses, mais sans lasser le lecteur. Et j'en ai fait l'expérience dans pas mal de mes livres, mais d'autant plus dans la série des aventures à Guédelon. C'était quand même assez difficile pour moi de travailler sur le fait que les personnages ont trouvé à l'intérieur du château de Guédelon un passage qui les emmène au XIIIe siècle. À chaque tome, il fallait tout de même que je répète qui étaient les jumeaux, les fils du gardien, que leurs copines étaient avec eux à chaque expédition dans le passé, etc. Et c'est sans doute ce qui m'a demandé le plus de travail dans les 4 tomes, c'est-à-dire de redire les choses sans avoir l'impression de répéter les choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Et dans Lumina, on s'est heurté exactement à ça sur 12 tomes. Alors au bout d'un moment, on se dit, bon ça y est quand même, on arrive au 8e tome, en plus ils étaient numérotés ceux-là. Donc on se disait quand même, ceux qui voient que c'est le tome 8, ils vont peut-être pas attaquer par ça. Eh bien si, eh bien si, il y en a un qui tombait sur le tome 8 et qui rentrait dans la série par le 8e tome. Mais bon, les jeunes lecteurs sont absolument merveilleux, ça ne les arrête pas, ce genre de choses. S'ils ont envie de lire le bouquin, ils le lisent, et puis même s'ils ne comprennent pas tout, et même parfois ils insistent, et ils iront après, avant. Enfin, je vous dirais, moi, j'ai découvert pas mal de séries de grands auteurs de cette façon-là aussi, hein, en rentrant parfois par le milieu de la série. La série, c'est vraiment les mêmes qu'on reprend, et puis alors qu'une saga, c'est quelque chose qui se prolonge sur 3 ou 4 tomes. Et moi, ça me fait peur, une saga. Je ne suis jamais lancé dans un truc pareil. Hein. J'en ferai peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Je pense livre à l'unité. Annie ? Forestel, c'est plutôt dans la saga, je l'écris de façon très chronologique et ça déroule, les personnages grandissent au fur et à mesure, donc les ados qui ont 12 ans au départ, après ils en ont 15, et c'est tout le parcours psychologique qui est intéressant aussi. Le personnage, au début, on prend au point A, mais il faut l'amener au point C, en passant par le B, et vraiment qu'il évolue psychologiquement à chaque tome. Donc moi je fais un gros travail sur l'évolution des personnages en fait. Il ne faut pas qu'ils soient pareils à la fin du 3e tome, il faut qu'ils aient changé. C'est pas le même qu'au début de la saga. Et il y a un vrai déroulé chronologique en fait. Donc on ne peut pas du tout commencer par le 2 ou le 3, il va falloir lire le 1 avant. Tout à fait, cette histoire de saga-série, de toute façon, voilà, c'est bien ce qu'on évoquait. Série, ça va être une sorte d'aventure, des aventures un peu indépendantes. Je fais juste une toute petite parenthèse pour confirmer ce que disait Daniel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai proposé Les Yeux de l'Aigle, qui est une trilogie pour 8-12 ans à mon éditeur, il m'a dit « Ah, c'est original, parce que des trilogies, pour cet âge-là, il y en a peu. C'est-à-dire soit c'est séries, soit c'est des romans autonomes, mais sous forme de trilogie. Et c'est vrai que quand on est habitué, nous, en tant qu'adultes, à lire, surtout en imaginaire, le format trilogique, c'est assez courant. Et en fait, je n'avais pas cette notion que pour 8-12 ans, c'est assez rare, finalement, la trilogie. C'est vrai que voilà, on a souvent des séries, pour les plus jeunes, comme ça, en dessous de 10 ans surtout. On les voit bien, hein, quand on voit Supermarché, on a toute la série de tel truc, et tout ça, avec les bibliothèques vertes et roses et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je reviens sur cette histoire de l'univers, parce que vous avez chacune des univers particuliers, avec des envies particulières à développer. Et si tu avais, Daniel, un bouquin, un de tes livres, où tu as le plus développé l'univers par rapport à... le plus adapté l'univers à la jeunesse pour toi, ou à ton imaginaire, ou à l'imaginaire des gens, ce serait lequel ? Ah oui, il y
un élève un jour qui m'a posé une question beaucoup plus cruelle. Il m'a dit: on va détruire tous vos livres, lequel sauvez-vous? Alors, j'ai expliqué un peu ce que c'était qu'un méthode à fait d'ailleurs. Et puis donc, du coup, j'ai dit: je vais tricher parce que je sauve les abîmes d'outre-mer. Alors, donc, ça peut paraître saga vu l'épaisseur, mais en fait, quand j'ai commencé, j'en ai écrit qu'un. Il y avait juste les abîmes d'outre-mer. Et il est sorti comme ça. Il a eu d'ailleurs le Grand Prix de l'imaginaire avec son autonomie, tout seul, là, un livre one-shot. Et puis bon, comme il a eu du succès, l'éditeur m'a dit: mais t'es sûr que tu as exploité absolument tout ce que tu pouvais? Après je dis: non, je suis loin d'avoir exploité tout. Alors je dis: tu es en train de me demander une suite? Alors il me dit: bah oui, si ça te tente, on prendrait bien une suite des abîmes d'outre-mer. Alors je l'ai regardé, je dis: à ce moment-là, il y en aura 2. Il m'a dit: banco. J'ai dit: on y va pour une trilogie. Mais moi, j'ai fait ça sur un laps de temps qui se déroule. Enfin, la trilogie est sur 25 ans. Donc, je n'ai pas eu la sensation, même si les personnages progressent évidemment psychologiquement, comme le disait Aline, d'avoir besoin de les montrer vieillissants. En fait, je fais des sauts générationnels. Hein, et donc, enfin, générationnel, familial. Hein, et c'est vrai que je n'ai jamais eu la sensation d'être obligé de travailler vraiment, si ce n'est pour les 2 derniers que j'ai fait dans la foulée, mais il y a 7 ans de travail sur l'ensemble. Il faut dire que j'étais quand même prof à plein temps, donc je n'avais pas vraiment le temps d'écrire autrement que pendant mes week-ends et mes vacances. Mais c'est pas, je ne l'ai jamais pensé comme étant une saga. Enfin, ça reste l'univers que je sauve. Parce que j'ai fait là-dedans tout ce que j'avais envie de faire. Vous allez me dire: ça y est, elle peut prendre sa retraite maintenant. Mais j'ai vraiment fait dans les abîmes ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire un roman humaniste sur une galaxie, enfin ils vont même jusqu'à la galaxie d'Andromède, avec des vaisseaux spatiaux. Enfin, je voulais faire, j'adore le space opéra, c'est ma tasse de thé. Je suis tombée dans la science-fiction avec le space opéra et j'y resterai jusqu'à mon dernier jour. J'ai écrit plein d'autres choses, mais c'est le space op qui reste ma littérature, ma branche de la littérature d'imaginaire préférée, ma passion. Voilà. Je sais plus c'était quoi ma question. La question que je sais Écoute, si on va, oui, je crois que tu demandais si on n'avait qu'un seul univers qu'on avait le plus développé ou autre. Bon, moi dans mon cas c'est clairement l'effet des lignes, hein, puisque j'ai quand même passé 6 ans sur l'histoire donc des 4 premiers tomes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis pour savoir si je l'avais exploité au maximum, je me suis rendu compte que non. Au départ, pas tout de suite, hein, c'est-à-dire après avec les retours des lecteurs, je me suis rendu compte que j'avais exploité vraiment au maximum par le point de vue de mon personnage principal les thèmes qui le touchaient. On est globalement sur la place des mâles en tant que reproducteur dans la société, hein, sur un peuple de féerie mâles et femelles. On a vraiment ce côté destin avec le contre-pied du héros qui a un destin formidable au milieu de tout le monde qui en a pas. C'est-à-dire c'est un monde où tout le monde naît avec son destin, donc tout le monde accepte ce qui lui arrive tout le temps, le côté dictature du bonheur. Donc voilà, il y avait plein de choses que j'avais fait mais qui étaient le point de vue de ce personnage-là. Et puis un jour en discutant avec une de mes bêta-lectrices, mais longtemps après, elle me dit quand même dans ton univers c'est terrible la place des femelles qui ne veulent pas pondre, c'est-à-dire celles qui ne veulent pas d'enfants. Et moi j'étais pas du tout dans cette problématique-là, je veux dire dans la métaphore de la grossesse, j'étais en plein dedans avec mes enfants, etc. Donc j'étais vraiment dans une question autour de ça. C'est un monde où au départ il n'y a pas d'amour, sauf entre les dieux. On remet de l'amour, on permet aux mâles et aux femelles de envisager d'avoir des enfants ensemble, c'était plutôt là-dessus. Et je me suis dit mince, parce que si on reste que là-dessus, on a un peu un côté, un papa, une maman pour faire des bébés, ça faisait limite ma vie pour tous, et je me suis dit non, c'était pas le plan, c'était pas du tout l'idée de départ, donc non, je ne suis pas allée assez loin dans cet univers. Donc j'y suis retournée, avec un personnage que j'avais, qui était une petite porte, où je m'étais dit si jamais j'y retourne, ce sera peut-être avec ce personnage-là que j'avais mis dans le tome 4, vraiment, qui est très mystérieux dans le tome 4, on la voit très peu. Et c'est Jivana, et donc là je viens de sortir un roman la semaine dernière, dans le même univers, qui peut se lire complètement indépendamment, parce que comme le roman est sorti entre 2011 et 2012, la tétralogie,
Je voulais pas que les gens qui découvriraient Jivana maintenant se sentent contraints de lire Les Fedéline en entier. Entrer dans une série de 4 ou 5 tomes, c'est pas la même démarche que découvrir un nouveau roman. Donc je voulais vraiment faire un roman autonome qui plairait aux fans des Fedéline, mais qui pourrait aussi plaire à des lecteurs qui découvriraient juste ce roman-là, et pour aller justement sur d'autres thèmes qui sont, que j'aurais pas pu du tout aborder avec mon personnage principal des Fedéline, mais qui sont complètement, qui correspondent complètement à Jivana, justement sur l'amour avec un grand A. Voilà. Pour Aline, du coup, je vais préciser ma question. Aline, toi, tu es en plein dans l'écriture du tome 3, c'est ça? J'ai écrit un tiers du tome 3, et enfin là je suis en toute fin de correction du tome 2, que je dois rendre dans 15 jours, et j'attaque le 3, donc j'ai écrit un tiers. Donc du coup, ce que je vais te poser comme question, c'est quand tu auras fini, est-ce que tu auras envie de rester à Forestel, ou est-ce que tu as déjà des idées qui t'arrivent? En fait, c'est un très gros projet dans ma tête, et ça me mange tout l'esprit, donc je pense que Forestel. J'ai juste zéro idée autre. Il y a des auteurs qui ont toujours plein d'idées dans tous les sens. Moi, je suis tellement dans mon univers, là, je le creuse tellement, le 3, je le conçois comme un feu d'artifice, donc il faut vraiment que je lâche tout. Donc, je pense que je vais sortir rincée de la série et sans idée. Peut-être que j'aurais envie d'y rester, mais bon, après, c'est à l'éditeur de dire si on veut un 4e ou pas. Je vais laisser 2-3 petites portes ouvertes, sait-on jamais, mais normalement, la fin de la trilogie, ça devrait finir au bout de 3. J'aimerais bien y rester, j'avoue. Du coup, tu comptes essayer au moins de fermer la plupart des intrigues que tu as lancées. Carrément, oui, normalement, tout sera fermé. Le tome 2 et 3 seront beaucoup plus liés entre eux que le 1. Le 1, c'est la découverte du monde, donc on est vraiment, on découvre tout cet univers très forestier, des arbres géants, les gens qui habitent dedans, tout ça. Aussi la façon dont la société est construite là-bas. Et dans le 2, il y a des thématiques plus de type crise politique, les enchantresses, quel est leur lien avec tout ça. On va se rendre compte que sur Forestel, tout n'est pas si rose que ça. Donc ça va être un peu plus sombre. Le 2 va être un petit peu plus sombre. Et donc le 3, voilà, le 3, je vais essayer de fermer beaucoup de portes quand même. D'accord. Du coup, je reviens à ça. Donc, au final, on a distingué série, saga, pas la même chose, etc. Une histoire qui se continue. Et est-ce que... Je recommence avec Aline, tiens. Est-ce que quand tu as commencé à écrire, tu pensais que ce serait plus pour la jeunesse, plus pour les adultes? Est-ce que tu avais déjà ciblé? Parce que tu parlais, Daniel, tout à l'heure de cible en écriture, et du coup moi je me posais la question parce que dans Forestel tu as les deux points de vue, tu as le point de vue de la jeune fille qui disparaît, qui va à Forestel par accident, et la mère qui voit sa fille disparaître et qui la cherche, quoi. Donc tu as finalement un point de vue d'adulte dans un roman plutôt jeunesse. Voilà, c'était un peu original au départ, j'avoue, mais souvent dans des livres de fantasy pour enfants, on a très souvent le point de vue de l'adolescent qui part dans un autre monde et qui découvre tout ça, donc c'est fort sympathique. Mais moi, la question, je me disais, mais les parents, ils sont toujours absents, donc genre, souvent ils sont orphelins, ils n'ont pas de parents, voilà. Et donc moi, je me suis posé tout de suite la question, mais cette fille, elle a une mère, comment va réagir la mère quand elle voit sa fille disparaître? Et donc moi, à l'époque que j'ai commencé, j'étais mère d'un petit garçon de 8 ans, d'une fille de 3 ans, et ça me parlait, cette thématique par rapport mère-enfant. Et donc je me suis dit, mais non, il faut mettre la mère. Et en fait, pour moi, c'est un peu l'originalité du livre, c'est qu'il y a le point de vue de la maman qui va paniquer quand elle va voir sa fille disparaître, et elle va tout faire pour essayer de passer dans le monde de Forestel, pour partir à la recherche de sa fille. Et du coup, elle aura un regard d'adulte sur ce monde, donc elle aura aussi un regard un peu critique finalement sur la société, sur les travers qu'il peut y avoir, que la petite qui découvre, elle a les yeux grands ouverts et comme ça, mais la maman, elle aura un regard un peu plus critique. Mais quand je l'ai écrit, j'étais un petit peu à cheval, c'est vrai, par rapport à la jeunesse et young adulte, j'arrivais pas trop à me positionner. Donc pour moi c'est un peu une lecture transgénérationnelle, je dirais, à partir de 12 ans, mais ça peut intéresser jusqu'aux parents vu que j'ai des points de vue adultes.
Et j'ai eu la chance de trouver une maison d'édition, Olu Édition, qui n'avait pas trop ce problème de faire rentrer des livres dans des cases, et qui ont eu le coup de cœur et qui ont dit non, non, mais le point de vue de la mère, il est très bien, on le garde. Parce que j'ai eu des retours d'éditeurs qui voulaient que je retravaille le livre avec que les ados. Et pour moi, c'était pas possible, je voyais pas du tout l'intérêt en fait. Ce qui me plaisait là-dedans, c'était d'avoir aussi les adultes qui rentrent dans le jeu et qui ont leur part à faire aussi. Ouais. Pour Nadia, du coup, toi, quand tu écris du coup pour les jeunes, comme tu disais, c'est surtout de la jeunesse, est-ce que tu réfléchis en début d'écriture pour qui tu vas destiner l'histoire? Est-ce que tu le lis ou pas? Oui, maintenant oui. Comme je me suis fait avoir au début, maintenant je l'analyse beaucoup mieux parce que si j'avais su que Fédéline sortirait dans une collection young adulte, en tout cas qu'on pouvait lire à partir de 13 ans, j'aurais adapté au moins au niveau du rythme parce que le rythme n'est pas du tout à la mode par rapport au roman pour ados, c'est-à-dire c'est un livre assez lent, on prend son temps, l'univers est un personnage à part entière, c'est un roman qui fait du bien, donc on y replonge, mais c'est pas du tout un rythme dont les ados sont habitués parce qu'en général il faut au moins une scène d'ouverture un petit peu active si le reste est calme, quoi. Donc moi c'était pas ça du tout et tout le reste d'ailleurs, quand j'ai eu les retours de premiers lecteurs, les adultes adoraient, les bibliothécaires le recommandaient et les ados des fois trouvaient ça un peu lent. Je leur disais commencez au tome 2, il y a plus d'action et puis vous lisez le 1 après si vous avez accroché à l'univers. Mais du coup, voilà, je me dis, je l'aurais fait différemment si j'avais su qui allait le lire. Ça c'était l'erreur de mon premier roman, mais voilà, on grandit avec ça et maintenant quand je réfléchis à mon histoire, parce que je continue à bien architecturer tout ça avant de me lancer et oui, je vais pas écrire de la même façon si j'écris pour les 8-12 ans ou pour les ados ou voilà, ou des grands ados, ça va pas être tout à fait la même chose. Je rebondis juste sur ce que tu as dit sur les héros qui sont orphelins parce que ça m'agace aussi parce qu'en général on se débarrasse facilement des parents parce que sinon les héros partent jamais à l'aventure, surtout c'est les 8-12 ans. S'il y avait les parents pour dire va brosser les dents, faire tes devoirs ou quoi, personne part jamais à l'aventure. Et moi, je suis partie de ça pour Les Yeux de l'Aigle, justement, où je me suis dit, ok, donc les parents sont pas morts, parce que non, mais par contre, les parents sont pas là. Parce qu'en vrai... C'est le cas de le dire. Voilà, on va laisser en bas. En vrai, les parents, ils passent 7 à 8 heures par jour loin de la maison à travailler, en fait. Donc, ils sont merci. Ils font quelque chose sans leurs enfants, ils ne sont pas là, et les enfants, pour eux, ça peut être un petit peu mystérieux, ce travail des parents. Souvent, on connaît le nom du travail des parents, on le met sur les petites fiches en début d'année. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que font nos parents loin de nous. Et ça peut être voilà, un petit peu mystérieux. Dans le cas de mes héros, ils vont découvrir qu'il y a un mystère autour de ça, que les parents sont en danger, ils vont devoir partir à l'aventure pour les sauver. Mais j'aimais bien ce côté... qu'est-ce qui est plus important que moi? Qu'est-ce qui fait que mes parents ne sont pas avec moi maintenant? Voilà, à quoi passent-ils leur journée? Quel est ce travail mystérieux qui les tient loin de moi? Qu'est-ce qui est plus important? Et je me suis dit, c'est plus intéressant pour moi d'utiliser des parents qui sont vivants mais qui ne sont pas là, qui sont absents, plutôt que des orphelins pour la même aventure, par exemple. Enfin, on n'aurait pas pu faire la même aventure. Je reviens sur la question de Ben après la Pardon, excuse-moi, je dévie. pas de souci. Pour Daniel, du coup, tu réfléchis à la tranche d'âge aussi, comme Nadia, au niveau écriture? Oui, en fait, la première fois que j'ai eu envie d'écrire un roman, c'était un roman pour adultes. Ça m'a semblé tout à fait naturel d'écrire un roman pour adultes, étant donné que j'étais adulte et que je lisais de la science-fiction adulte. C'était logique pour moi. Et puis bon, j'ai pas eu autant de temps que je pensais en avoir pour faire ce livre. Et je déteste rester sur un échec. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire, que tu n'as jamais fait? Alors c'est arrivé au bout d'un roman. Je me suis dit, en tant que prof de français, je trouvais très peu de romans de science-fiction pour mes classes. Il faut que je précise ça. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et je me suis dit, ma foi, je vais écrire un roman de science-fiction pour adultes, pour jeunesse, puisque j'y arrive pas à en faire un pour adultes. Donc d'emblée, j'ai ciblé mes lecteurs. C'était ceux que j'avais devant moi en permanence. Et comme je savais exactement quel vocabulaire ils étaient capables de comprendre, et puis de ne pas comprendre, j'ai adapté ça. J'ai quand même... La science-fiction me semblait difficile pour les plus jeunes.
Donc j'ai ciblé le public de mes élèves de 4e en fait. Quand j'ai écrit L'Or bleu, je ciblais les 4e. Et ça reste encore, d'ailleurs, aussi longtemps après, un roman qui est plus abordable par les élèves de fin de collège que de début de collège. Mais après, je dois dire que on a eu des commandes. J'ai écrit quand même 28 romans en collaboration avec un autre auteur, donc ça c'est peut-être important aussi à préciser. Alain Crousset n'étant lui pas du tout dans l'enseignement, on a eu un problème de ciblage aussi par rapport au fait que moi je savais à qui je voulais adresser les livres et lui pas obligatoirement. Et puis ça dépendait aussi des éditeurs et des collections dans lesquelles les livres allaient sortir. Quand nous avons écrit la série des Kerry et Meghan pour les éditions Nathan sous le pseudonyme de Kim Aldani, d'emblée, on savait qu'il n'y en avait qu'un au départ, Les Manches Forêts, celui qu'on trouve encore, serait dans une collection qui s'appellerait Pleine Lune et qui était destinée aux enfants de 8-12. Donc on a travaillé en fonction de ce public-là. Et pour les Lumina, c'était pareil, c'était au-delà de 8 ans quand même, c'était disons plutôt 10-12 pour la fantasy. À l'époque, on n'avait aucune idée de ce que c'était que la fantasy pour la jeunesse. Donc on avait quand même déjà lu pas mal de bouquins où il y avait des dragons, donc nous on a décidé de faire un tigre ailé, ça changeait un peu. Et alors pour les parents, c'est vrai que Kerry et Meghan, leurs parents sont des explorateurs. Alors nous en plus, ils ne vont pas simplement travailler dans l'usine pas très loin ou au bureau pas très loin, ils vont carrément bosser sur un autre système solaire. Alors c'est vrai que c'est pas facile de sortir tous les jours. On les a mis dans un centre d'études pour les enfants d'explorateurs de l'espace et il y a une figure tutélaire, c'est le vieux pilote qui devient leur ami parce qu'ils sont amenés à se cacher comme passagers clandestins dans son vaisseau. Et donc du coup, c'est un pseudo-grand-père qui prend le rôle. Ceci dit, il fait tellement de bêtises que c'est souvent les gamins qui remettent les choses dans le droit chemin. C'est ce que d'ailleurs nos petits lecteurs aiment bien. Mais là, on en a fait 9, les Kerry et Meghan. Et ils peuvent tous se lire séparément, mais c'est vrai qu'il y a quand même une progression dans la relation amicale entre Kerry et Meghan, et puis les relations avec les autres personnages. Je profite juste pour... moi, au niveau des tranches d'âge, il y a vraiment 2 âges clés pour moi. En tout cas, 2 classes clés, c'est le passage en 6e et le passage au lycée. Donc vraiment, c'est 2 âges sur lesquels je travaille parce que pour moi, c'est fondateur de la personnalité. Particulièrement le passage au lycée, qui pour moi est encore assez frais dans ma mémoire, même si je suis toute jeune. Mais pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que la personne que je suis devenue en tant qu'adulte s'est forgée au lycée. J'ai changé, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai été moins naïve sur plein de choses, mais en tout cas, j'ai pas changé profondément par rapport à qui j'étais à ce moment-là. Et du coup, m'adresser à des ados qui sont en train de devenir de jeunes adultes et qui sont en train de se forger en tant qu'adultes m'intéresse énormément parce que dans la littérature jeunesse et imaginaire en particulier, on plante des petites graines. Voilà, on donne des petites questions ou des grosses questions. Et c'est vraiment l'âge où il faut qu'ils se les posent aussi. On donne pas de réponse, ils les trouvent tout seuls. Mais j'aime qu'ils se posent des questions à cet âge-là, avant vraiment d'être figés dans leur construction, en tout cas pour quelque temps. Et le passage au collège est très impressionnant voilà, des CM2 qui passent au collège sont fascinés avant par le collège, et du coup les accompagner aussi et aborder des thèmes qui les touchent à cet âge-là. Pour moi, voilà, c'est vraiment des âges fondateurs sur lesquels j'aime travailler. Il y a une chose que les enfants ont envie de faire, c'est de vieillir. Il y a un moment donné où l'humain change, et ils aiment s'identifier à des héros un peu plus âgés qu'eux. Ça compte beaucoup aussi. Donc quand on a des 8-10 ans, comme dans les Aventures à Guédelon ou la série de Kerry et Meghan, c'est bien que les héros aient de 11 à 14, par exemple. Et moi j'ai ce problème-là en ce moment parce que je suis en train de finir un roman
où l'héroïne est au lycée, mais je sais que c'est un livre qui sera aussi lu au collège. Donc j'ai... La problématique, c'est celle de fesses, dans ces cas-là, aussi. Enfin, je veux dire, moi, je me suis retrouvée à cette problématique-là. Alors, des questions au lycée, donc dans des collections young adultes, et à se dire, si j'ai des lecteurs au collège qui le lisent, où est-ce que je vais dans... parce que c'est des héros qui sont pleins d'hormones et dans les découvertes de leur corps et de l'autre, et c'est normal qu'ils se posent des questions là-dessus. Un collégien qui ne se pose pas encore ces questions-là, quand il le lit, ça ne va pas forcément le toucher. Jusqu'où je vais, à quel moment je mets le curseur. Donc voilà, c'est aussi la question qu'on pose avec l'éditeur parfois, jusqu'où on va. Moi, le problème, il a été très concret entre le nom, les noms des deux établissements scolaires. On dit collège, on dit lycée. Et comme ça se passe dans le milieu scolaire, j'étais bien coincé. Donc j'ai appelé ça l'institut, comme ça, on est tranquille. Ça peut aller de la 6e à la terminale. Ça sonne un petit peu trop peut-être privé pour moi qui fus enseignante toujours dans le public, mais enfin tant pis. Ça m'a permis de dérouler mon histoire de façon à ce que collégiens et lycéens puissent s'y retrouver. S'identifier. Moi, j'ai joué surtout sur la curiosité du lecteur, c'est-à-dire que mon ado qui va lire ce livre, il peut être curieux aussi de savoir ce qui va se passer dans la tête des adultes. Il connaît pas le monde adulte, donc je me suis dit, l'ado, il va être dans la tête de la mère à un moment, ça peut l'intéresser pour lui de savoir comment réagissent les adultes à une certaine problématique, et à l'inverse, l'adulte qui va lire ce livre, je me dis, ça lui fera peut-être plaisir de retrouver ses années ados, et d'avoir des problématiques ados, de les aborder aussi avec une certaine tendresse. Donc en fait, j'essaye de jouer plus sur la curiosité du lecteur par rapport à deux tranches d'âge différentes. Et c'est vrai que je ne me suis pas trop posé la question, j'avoue, collège, lycée, parce que en fait, là, on sort du cadre, on est dans un autre univers. Et voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Bah oui. Quelle est la part d'incursion de l'éditeur dans vos écrits? Je peux répondre facilement. Moi, je vais demander à vous d'abord. Très facilement, j'ai carte blanche, il me laisse complètement faire ce que je veux. Juste, il m'a parlé du pacte du lecteur, c'est-à-dire que quand on produit un premier tome comme ça, on est un peu sur du merveilleux, plutôt positif, tout ça. Ça veut dire que dans le tome 2, dans le tome 3, il ne faut pas que je change de genre, par exemple. Je ne peux pas partir sur de l'aventure et proposer après de l'horrifique, par exemple. Il faut que je respecte le lecteur. S'il achète le tome 2, c'est parce que dans le 1, il a trouvé certains éléments qui lui plaisent. Donc juste, pour moi, c'est respecter le pacte du lecteur et proposer un petit peu la même chose, enfin au niveau du genre, ne pas partir dans un autre genre. Voilà. Et là, je dois faire attention parce que donc, ma suite sera un peu plus sombre. Et moi, pour le moment, il faut que je fasse attention à ce que ce ne soit pas trop sombre pour ne pas perdre non plus ceux qui ont aimé le premier tome. Moi, clairement, alors un bon éditeur, c'est quelqu'un qui est là pour que le livre soit le meilleur possible. Donc, il n'est pas là pour abîmer le livre. En général, quand un éditeur aime un livre, il le défend encore mieux que l'auteur. Son rôle, c'est d'être vraiment force de proposition, mais il n'y a jamais rien d'imposé. C'est vraiment pas une relation patron-employé, on est vraiment dans un dialogue. La plupart du temps, il peut y avoir... il y a des remarques, des corrections éditoriales à faire, plus ou moins nombreuses, parfois très nombreuses. Et en général, même si on râle un petit peu en ouvrant le fichier quand il y a beaucoup de corrections, je me souviens d'avoir ouvert un fichier où il y avait 4000 commentaires, j'ai été très impressionnée sur le moment. Et en fait, je me suis rendu compte que d'une part, c'était pas dramatique parce qu'il avait fait un petit coup d'orthotypographique au passage, des virgules qui traînaient et des choses comme ça. Et d'autre part, que la plupart de ces remarques étaient complètement fondées et que en modifiant légèrement le texte sur certaines choses, ça le rendait effectivement meilleur. Et du coup, tant qu'on garde à l'esprit que l'éditeur est là pour rendre le livre meilleur, il faut écouter ses remarques, mais pas tout accepter en bloc forcément. Ce qu'on n'accepte pas en général, on argumente. Les bons éditeurs, ils comprennent l'argument et en général, ils disent ok, bon bah ça tu veux le garder, d'accord, mais alors à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelque chose à changer ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On dialogue de façon à ce que le livre corresponde à ce qu'on a envie de faire
et qui soit tiré vers le haut par l'éditeur pour justement l'amener vers le lecteur. Pour moi, c'est vraiment un plus quand on se pose des fois des questions par rapport à l'auto-édition, des choses comme ça. Moi, je me pose pas du tout la question de l'auto-édition à aucun moment parce que j'ai besoin de ce regard professionnel pour améliorer mon histoire pour qu'elle soit la meilleure possible pour arriver jusqu'au lecteur. Tu veux rajouter quelque chose d'amour pour la fin? Je suis tout à fait d'accord. Moi, la première fois que j'ai reçu un manuscrit corrigé par Denis Guillot, qui dirigeait la collection Autre Monde chez Mango, où sont sortis les Abîmes d'Outre-mer, il y avait tellement de choses barrées dans le manuscrit que j'étais absolument atterré. J'ai téléphoné à Denis, je lui ai dit « mais il est si mauvais que ça mon bouquin ?» Il m'a dit « s'il était mauvais, j'aurais pas passé autant de temps à le corriger ». Donc j'ai suivi ses conseils et on a eu le Grand Prix de l'Imaginaire. Moi, mes meilleurs éditeurs, c'est ceux qui me font le plus travailler le texte. En général, ils envoient un mail en disant « j'adore ton bouquin » et tout le fichier, c'est complètement bariolé. Tu dis « ok, heureusement que tu as le bouquin, parce que qu'est-ce que ce serait si tu l'avais » Denis Guillot appelait ça « passer la brosse à reluire » pour en faire un roman brillant. Et sur les Abîmes d'Outre-mer, j'ai quand même brossé 4 mois, quoi. Alors... Il devait être très très brillant à la fin. Est-ce que vous avez encore une question ou est-ce qu'on arrête là? C'est bon? Alors on peut couper. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à vous. Merci.